Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 189 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable et durable de vos organisations. Nous explorons aujourd'hui l'importance de poser de bonnes questions afin de prendre de meilleures décisions stratégiques. Poser des bonnes questions améliore l'alignement et la compréhension, favorise une analyse rigoureuse et conduit à des solutions plus percutantes. Sans être un masterclass sur la résolution de problèmes, cette discussion sur l'art de poser des bonnes questions permet de lever le voile sur de multiples bénéfices. D'abord, meilleur alignement avec vos interlocuteurs, une meilleure compréhension des enjeux, une compréhension mutuelle des impacts et bien sûr une rigueur d'analyse. L'épisode met en évidence le rôle transformateur de poser les bonnes questions dans divers contextes, de la communication interpersonnelle à la prise de décision stratégique et l'innovation. Explorons plus à fond ce sujet et discutons de l'importance de poser les bonnes questions, de comment améliorer vos questions et bien sûr, nous y ajouterons quelques conseils. Allons-y. Bonjour Jean-François. Bonjour Éric. Jean-François, j'aimerais commencer par une citation de Pierre-Marc Gaston Lévy, et non de Voltaire, parce que c'est souvent associé à Voltaire, cette citation. « Jugez un homme par ses questions plutôt que par ses réponses. » J'adore. Savoir poser de bonnes questions, ça touche bien évidemment différentes dimensions. Débutons par la dimension personnelle, donc notre lecture, notre compréhension, nos compétences, nos biais même. Ça touche aussi la dimension relationnelle, parce que veut pas, quand on entre en relation, il y a une communication, il y a une dynamique interpersonnelle, et donc, savoir poser des bonnes questions, c'est ça aussi, savoir écouter, bien comprendre, bien interpréter. Ça nous amène aussi dans une dynamique analytique, donc toute la réflexion qui touche les problématiques, les enjeux, la recherche de solutions. Et dans ce contexte-là, il y a une dimension d'affaires qui est très importante, donc ça nous amène à réfléchir en termes d'impact ou à notre habilité à créer de la valeur. Donc, au-delà de la citation de Pierre-Marc Gaston Lévy, j'aimerais souligner ce que Stephen Covey nous mentionnait dans le 7 Habits of Highly Successful People, l'habitude numéro 5, « Seek first to understand, then to be understood ». Donc, vraiment, poser l'emphase sur l'écoute empathique avant de continuellement chercher à être compris. Donc, écouter en premier. Et ça m'amène aussi à penser à Roger Martin dans son livre « Creating Great Choices ». Il mentionne que notre vision du monde, notre lecture et notre interprétation, évidemment, filtrent l'ensemble de nos solutions. Et c'est là que c'est important de se poser des bonnes questions afin de vraiment mettre la table sur la bonne résolution par rapport aux enjeux, par rapport à réfléchir en termes d'innovation, en termes de chercher de nouvelles opportunités pour pouvoir vraiment faire une différence. Donc, il est primordial de mieux se questionner et d'avoir une vision plus approfondie des enjeux pour explorer des solutions à plus fort impact. Donc, j'aimerais qu'on débute notre discussion en parlant de l'importance de se poser des bonnes questions. Je pense qu'avant même de parler de comment poser des bonnes questions, il y a tout le cadre de l'importance. Je pense que les auditeurs ont pu voir à travers notre intro les éléments qui commencent à prendre forme. Il y a quelques éléments clés que j'aimerais souligner. D'abord, bien évidemment, c'est pour bien comprendre tout ce qui touche les enjeux, le contexte et les différents impacts de la discussion et des éléments qui sont posés dans par rapport à une problématique d'affaires, par rapport à des enjeux qu'on discute avec quelqu'un, ou même une discussion tout à fait anodine qu'on pourrait avoir avec quelqu'un dans notre espace de travail. Donc, ça nous permet de quoi? De cadrer les enjeux, de bien comprendre le problème, de développer aussi un sens commun. Je pense que ça, c'est drôlement important, de bien écouter pour développer une compréhension de l'autre et développer un sens commun. Ça nous permet aussi de distinguer les causes des conséquences. Donc, je pense que ça, c'est un truc qu'on voit souvent en organisation. Là, que ce soit nos clients ou que ce soit des gens avec qui on interagit, vont beaucoup nous parler d'un enjeu qu'ils ont, mais c'est souvent des conséquences. Puis, justement, en posant de bonnes questions, on peut aller fouiller puis vraiment comprendre les enjeux primaires, les causes. Et évidemment, dans cette recherche-là, il faut faire attention à une chose, mais c'est d'être conscient de nos biais, de nos a priori. Et comme Roger Martin disait tantôt, ça va teinter notre lecture. Donc, plus on en est conscient, plus on est capable d'aborder les enjeux, le contexte et les impacts de façon plus, je dirais, plus neutre et peut-être plus objective.
Ça nous amène à distinguer les faits des opinions. Je pense que c'est un élément qui est drôlement important. Oui. Je pense à Twitter, où est-ce que c'est une banque d'opinions, beaucoup plus que de faits. Oui. Donc, quand on parle de journalisme, des fois, il faut faire attention à ces éléments-là. Oui, c'est redoutable de nos jours, je confirme. Et j'ajouterais une première règle que je me rappellerai toujours dans mes premières heures en consultation. La première chose que j'ai appris, ne jamais présumer. Donc, aller chercher des faits, aller chercher des éléments qui nous permettent de prouver ce qu'on avance et ou de prouver ce qu'on comprend. Donc, ça, c'est un des éléments qui vient peut-être appuyer la notion de faire la différence entre les faits et les opinions. Oui. Et j'ajouterais, ça nous permet d'identifier les différentes dimensions d'une problématique. On peut parler des dimensions techniques d'une problématique et des dimensions humaines, des dimensions stratégiques, des dimensions liées à l'environnement, liées à tout un ensemble de choses. Donc, comprendre ces différentes dimensions-là, ça nous permet d'enrichir la compréhension de la problématique ou tout simplement de la question qu'on essaie d'aborder. Et au final, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension des impacts stratégiques. Et quand je parle d'impact, c'est les conséquences qui sont associées à, par exemple, une problématique qu'on aurait à aborder. Et c'est drôlement important d'essayer de comprendre justement ces impacts-là, parce que quand on va rechercher éventuellement des solutions, qu'on va travailler avec les gens pour pouvoir développer des alternatives, mais il faut être capable de voir, est-ce qu'on développe quelque chose de trop complexe pour l'impact, le faible impact que ça a, ou l'impact est significatif et ça ouvre la porte à vraiment déployer de multiples ressources pour pouvoir aborder les enjeux qui sont sur la table. Donc, je pense que comprendre les enjeux, le contexte et les impacts, c'est drôlement important de poser les bonnes questions pour voir où on s'en va de ce côté-là et de bien cerner les problématiques qui sont posées. Le deuxième élément que j'aimerais soulever quand on parle de poser les bonnes questions, cette importance-là, c'est la compréhension mutuelle. Souvent, c'est pas neutre, c'est une discussion, on a un intervenant avec qui on aborde des problématiques ou on aborde tout simplement une discussion. Il faut s'assurer d'avoir une communication qui est claire. Donc, quand on parle du verbal, du non-verbal, des faits, des émotions, et là, je pense à toute la discussion que tu as eue avec Petra Hussel, qui nous parlait justement de la notion de complexité des messages au niveau de la communication, c'est drôlement important parce que cette compréhension commune-là, ça va éviter toute forme d'ambiguïté qu'il pourrait y avoir. « Ah, j'ai pensé que tu avais dit tel truc. » Le mot peut dire peut-être plusieurs choses. Donc, aller clarifier, aller valider, c'est drôlement important parce que ça nous permet de développer un engagement de part et d'autre par rapport au sujet, mais ça nous permet aussi de développer une confiance mutuelle. Ah, tu me comprends. Tu reflètes ce que j'ai mis sur la table comme problématique ou comme enjeu et je vois que tu as bien compris. Donc, je te fais confiance. Donc, cette notion-là de compréhension mutuelle, je pense qu'elle est drôlement importante quand on dit de poser les bonnes questions. Ça vaut la peine, c'est important. Et le troisième, quand on reste dans l'environnement de l'importance de poser des bonnes questions, c'est toute la notion de solution. Donc, ça nous permet d'explorer des solutions plus riches parce qu'on a passé le cap d'incompréhension ou de rester en surface. Ça nous permet de prioriser les enjeux et de focaliser l'action dans le cadre que j'ai mentionné tantôt parce qu'on connaît l'ampleur des impacts. Donc, ça nous permet d'avoir une perspective plus, je dirais, on point par rapport aux solutions qu'on recherche. Et ça nous permet de comprendre les interrelations qui existent entre les causes et les conséquences. Ça nous permet de vraiment aller de façon plus approfondie dans la recherche de solutions. Et dans ce contexte-là, c'est plus facile de parler de valeur, de parler de comment on peut améliorer la situation, créer de la valeur pour notre client, créer de la valeur par rapport à la problématique qui est sur la table. Et ça ouvre au final aussi la porte à l'innovation parce que ça nous permet de fouiller plus à fond les différentes opportunités qui pourraient faire une différence en bout de ligne. Écoute, deux choses, en réalité trois, parce que je vais en rajouter une. Là. Tu parles de questions et tu parles de communication et de questionnons et d'empathie aussi. Il y a deux mots que tu mentionnes, là, donc se mettre à la place de. Donc, la première chose, moi, quand j'entends ça, je reste toujours sur Shannon et Weaver. Même si je questionne beaucoup de spécialistes de la communication là-dessus, mais je reste quand même sur ça. Pourquoi? Parce qu'il y a cet encodage quand on questionne, et il y a l'encodage, il y a le décodage quand la personne écoute notre question, et la réponse, c'est le schéma en sens inverse. Donc, il y a beaucoup d'endroits où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'il peut avoir des petites déformations. Mais
j'aime les définitions, tu le sais, ceux qui nous écoutent le savent. Donc, c'est quoi la définition du mot question? Hein? Donc, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Bon, dès que je vois ça, je vois mot valise. Qu'est-ce que nous dit question? C'est demande qu'on adresse à quelqu'un en vue d'apprendre quelque chose de lui ou elle. Donc, ça ne nous apprend pas nécessairement grand-chose, mais c'est l'étymologie latine qui nous renseigne un peu mieux. Question vient de caestio, qui veut dire recherche, et ce mot-là latin lui-même vient de quaerere, qui veut dire chercher. Donc, en quelque part, question, c'est recherche, c'est chercher. Ça, je trouve ça intéressant. L'autre, empathie, bon, ça veut dire capacité à se représenter ce que l'autre ressent, au sens, entre guillemets, dictionnaire Larousse-Robert du terme. Les racines ne sont pas latines, sont plutôt grecques, donc un peu plus anciens. Je ne pousserai pas, visiblement, le grec prend ça dans le sanskrit. Je ne ferai pas Jacques Chirac, je n'irai pas apprendre le sanskrit juste pour ça. Mais il y a deux mots là-dedans. Il y a le préfixe « m » qui veut dire « en » ou « dans ». Et oui. il y a le mot après qui vient, empathie, qui vient de pathos, qui voudrait dire expérience subie, ou pashko, qui veut dire ressentir, éprouver. Donc, c'est intéressant. Donc, questionnement empathique, tu vois. La troisième définition, c'est le mot enjeu. Enjeu, c'est ce qu'on peut gagner ou perdre dans ce qui se passe ou dans ce qu'on entreprend ou dans ce qu'on fait. Hein, donc, donc il y a une question de gain ou de perte dans ces questions-là quand on parle d'enjeu. Donc, c'est important de voir ça. Le questionnement, ben moi, ça me ramène toujours aussi à aller sur le terrain. Ça veut dire quoi? Ben, tout de suite, c'est Gemba Walk, c'est le lieu où se crée la valeur. Donc, et puis, les Japonais qui ont créé ça, quand on parle du lean, quand on parle de... Enfin bon, grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire observer, ça veut dire entrer en empathie avec ceux et celles qui créent la valeur au quotidien. Et ça veut dire aussi de montrer le respect aux détenteurs du savoir-faire. Donc, le questionnement, il y a ces aspects-là aussi qui se cachent derrière ça. Et je pense que c'est particulièrement intéressant de réfléchir à la façon dont on pose des questions pour justement, effectivement, arriver à des solutions qui sont plus pertinentes, plus riches, plus complètes. Ceux qui travaillent avec moi vont voir tout de suite. Moi, j'aime que les gens rêvent un peu, même si c'est rêver en couleur, mais rêvons un peu pour voir un peu ensuite qu'est-ce qui peut être réaliste, qu'est-ce qui peut fonctionner dans notre contexte, dans notre environnement. Et ce que tu nous dis, Jean-François, nous amène à l'importance de savoir aussi comment poser de bonnes questions. Mais là, j'ai quelques suggestions, quelques éléments de réflexion. Évidemment, le premier, c'est de clarifier la question. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que tu as dit telle chose ou telle chose? Qu'est-ce que tu veux dire par tel élément de ta question? Donc, poser des questions, clarifier la question permet justement de renforcer la compréhension mutuelle que je parlais tout à l'heure. Et ça nous permet de faire ressortir ce qui est connu et sur lesquels on a peut-être moins de maîtrise dans la question. Donc, qu'est-ce qui repose sur des hypothèses ou des opinions ou des « je pense que ». Et ça va nous amener à mieux questionner à fond. Ça va nous permettre d'éclaircir le contexte. Ça va nous permettre de clarifier, comme je viens de le mentionner, de savoir quelles sont les hypothèses, quels sont les a priori, quels sont les faits, quelles sont les différentes perspectives et quels sont même les impacts qui sont sous-jacents à la question ou les éléments qu'on mentionne dans notre question. Donc, poser des bonnes questions, savoir comment les poser, c'est d'approfondir ces éléments-là. Et en bout de ligne, ça nous permet de mesurer un peu plus la problématique. Donc, savoir où sont les faits, c'est quoi les différentes mesures, approfondir ces questions-là. Ça nous permet d'assurer une écoute active. Donc, je pense que c'est important de verbaliser pour montrer à l'autre qu'on comprend bien et de s'assurer que de part et d'autre, on est sur la même longueur d'onde. Et ça nous amène à toute la notion d'empathie. Et là, on a souvent parlé de design thinking, d'entrer en empathie. Oui. Quand tu parles d'agilité, d'entrer, c'est la même chose quand on parle de jobs to be done, d'aller fouiller le vécu de nos clients ou des clients de nos clients, des entreprises avec qui on travaille, de bien se mettre dans les chaussures
pour approfondir cette compréhension-là. Donc, la notion d'empathie, elle débute même au début du premier questionnement quand on parle de problématiques, à titre d'exemple. Tu as parlé tantôt du modèle d'Ishikawa, de cause à effet. Ça nous amène aussi à traiter avec des mind maps pour justement voir les différents embranchements qui peuvent découler de certains éléments de question. Et en bout de ligne, peut-être un autre élément que je pense qui est important. Nous, je dirais, Jean-François et moi, c'est quelque chose qu'on fait souvent dans notre quotidien par le travail qu'on fait avec nos clients, mais c'est pas nécessairement donné à tout le monde. De bien être à l'aise de poser des questions, d'approfondir et de se sentir confortable à le faire. Et je proposerais de pratiquer et de faire des différents role-play avec un collègue, avec des gens avec qui on est à l'aise, pour déboulonner les vieilles habitudes et développer de nouveaux réflexes. Donc, de pouvoir se sentir plus à l'aise de questionner et de pouvoir faire en sorte que on laisse de l'espace à la discussion. On ne prend pas tout nécessairement sur la phrase, j'allais dire, telle quelle. Et je pense, le meilleur contexte, c'est souvent quand un supérieur dans un cadre organisationnel il nous pose une question ou nous dit quelque chose à faire, notre premier réflexe, c'est d'aller le faire. Et souvent, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que j'ai bien compris, c'est tel truc? Il faut laisser de la place à ces questions-là, parce que souvent même, moi, je vais parler pour moi, et tu renchériras, souvent même quand les clients nous abordent avec certaines problématiques ou certains enjeux, si on ne pose pas les premières questions, on se rend compte que souvent même nos clients eux-mêmes ont une compréhension qui manque de couleur. Donc, en allant questionner, en allant fouiller un petit peu plus, leur perspective à eux aussi change. Et là, tranquillement, les enjeux deviennent différents. Donc, je pense qu'il faut laisser de la place à cette découverte-là. Et c'est pas un signe de faiblesse, au contraire, je pense que c'est un signe de force de pouvoir être à l'aise pour pouvoir l'explorer avec notre interlocuteur. Oui, quand je t'écoute, quand je regarde les éléments dont tu viens de parler, un des éléments aussi que j'ai vraiment, vraiment adapté très disons la partie récente de ma carrière, c'est l'alternance entre questions ouvertes, questions fermées. D'une manière délibérée aussi, d'une manière consciente. Autrement dit, je le fais pas inconsciemment parce que, entre guillemets, je sais pas ce que je fais ou je pose les questions au fur et à mesure. Non, j'alterne entre questions ouvertes, questions fermées. C'est une façon, justement, d'enrichir cette conversation de questionnement dont on parle. On a parlé d'Ishikawa, juste pour rappeler là, rapidement les 5 M d'Ishikawa, méthode, matière, milieu, matériel, main-d'œuvre. C'est des éléments pour essayer de comprendre les causes d'un effet. Donc, c'est la base d'un diagnostic. Vous allez me trouver un peu fatigant, mais Ishikawa, quand tu creuses un petit peu, tu retrouves qui? Tu retrouves Deming. Deming, c'est l'agilité, c'est le lean, c'est le Six Sigma. Voilà. C'est tous ces éléments-là dont on parle régulièrement. Donc, Ishikawa fait partie du coffre à outils des différents outils de la qualité. Là. C'est comme ça que souvent tout à fait. Hein, c'est de là que ça vient. Hein, tout ce qui est itératif incrémental trouve sa racine là. Et donc, c'est très riche. L'importance aussi de tester ces questions au moins une fois. C'est important de tester. Donc, c'est pour ça, faire une petite checklist, s'assurer que ça alterne, et puis s'assurer que, comme tu dis, on rentre bien en empathie avec la personne qui est questionnée. Et c'est ça qui est intéressant. Dans l'épisode 188 avec M. Mintzberg, on en parle, et lui-même en parle aussi, justement. Non, c'est important qu'il aille faire un tour en arrière de l'avion pour qu'il goûte les fameuses omelettes qui goûtent le diable. Enfin bon. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'il y a plusieurs sons de cloche différents, mais qui disent finalement un peu la même chose. Donc, tester ces questions-là au moins une fois, utiliser plusieurs médias aujourd'hui ou combinaisons de... c'est pas tout le monde qui fonctionne dans le même temps, même lieu. Donc, des fois, des mêmes temps, mais des lieux différents ou des temps différents, des lieux différents. Alterner un peu les médias pour aller questionner aussi. Et puis, je pense que c'est important de se rappeler quand on questionne, de pouvoir prendre sa part. Donc, autrement dit, d'être ouvert changer nos opinions ou changer nos perspectives. Je vous rappelle, dans les notes, on mettra la référence je pense que c'est 132 avec Patrick Norenberg,
Ces premières minutes-là sont extraordinairement précieuses. Merci, Patrick. Je vous renvoie à Patrick Norenberg, l'épisode avec Patrick sur ces 5 premières minutes-là, sur faire sa part, prendre sa part, écouter sa part. Enfin, tout ça, c'est une belle façon de revenir sur ça parce que quand on parle de questionnement, c'est ouvrir aussi à la participation. Je pars pas dans cette direction-là. On fera un podcast séparé sur ces questions de participation. On reviendra sur ces questions-là d'ouverture et de participation dans nos recherches de solutions, voire dans nos formulations de problèmes. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère, Jean-François, tu gardes une liste à chaque fois que tu dis on fera un épisode sur tel sujet. Je pense qu'on est rendu à l'épisode 300 avec la liste que tu fais. Clairement. Donc ça nous amène à des conseils pour poser de meilleures questions. Évidemment, c'est très personnel, mais je pense que Jean-François, toi et moi, avec l'expérience qu'on a, on a quand même une bonne perspective là-dessus. Et le premier élément, ça me fait penser à la discussion que j'avais hier soir avec mes étudiants à HEC Montréal. Le premier élément, c'est de rester curieux. Il faut avoir ce premier feu sacré de vouloir aller plus loin, de vouloir en comprendre un peu plus. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, je rajouterais, et là, ça me fait toujours penser aux discussions que j'ai eues avec Hugo Cyr sur le sujet, c'est d'être conscient de ses propres biais. D'être conscient que notre interprétation de l'affirmation, de la discussion qu'on a, va être filtrée. Donc, ça fait référence aussi à ce que je disais sur Roger Martin au tout début de l'épisode. Évidemment, prendre le temps d'écouter, c'est un des premiers points qu'on a mentionné aujourd'hui, et de ne pas hésiter à rephraser les éléments qui pourraient être ambigus. Donc, rephraser pour assurer une compréhension commune et de faire en sorte qu'on a bâtir cette compréhension mutuelle et de s'assurer qu'on a la compréhension des mêmes mots. Je pense que ça, c'est drôlement important. Je rajouterais de questionner la validité des données, de ne pas hésiter à approfondir les sources, fouiller, aller chercher une collecte additionnelle, de faire de l'échantillonnage, de s'assurer de la représentativité des faits qu'on nous dit dans la discussion, quand on pose des questions, ça touche ces éléments-là. Questionner les mesures du problème, ça touche ces éléments-là. Toucher ou chercher, je dirais plutôt, les confirmations. Et un des points que j'ai souvent eu avec un de mes clients que j'adore, c'est de parler de triangulation, c'est-à-dire prouve-moi 3 data points, 3 points de data qui prouvent ce que tu es en train de dire. Donc, s'assurer, ça vient toucher la représentativité et la validité des données par le fait même. Une autre suggestion, je la cite telle quelle parce que c'est un point qui est mentionné dans un livre de Mahen Khalsa, qui est un ancien d'Accenture, qui disait tout le temps « move off the solution ». Ne pas immédiatement chercher de solution dans la discussion. On nous aborde avec une problématique, prendre le temps de réfléchir, chercher à comprendre en premier, chercher à explorer les différentes options avant de chercher la meilleure solution. On a souvent cette envie-là de chercher, de tout de suite donner la bonne réponse. Je suis juste content que c'est toi qui le dises, pas moi. De prendre une grande respiration, de reposer des questions, attendre avant d'aller chercher la solution, parce que souvent, ça ne sera pas la bonne solution, parce que ce n'est pas le bon problème encore. Donc, prendre ce temps-là est drôlement important. Et ça me fait penser à tout le processus de design thinking, quand on parle d'idéation, de converger, d'explorer, de choisir, toute la notion d'empathie aussi qu'on parlait tout à l'heure. Et donc, prendre le temps d'échanger, prendre le temps de réfléchir et de ne pas hésiter à poser des questions qui semblent peut-être embarrassantes. Ça permet de clarifier certaines évidences parfois. Tant mieux si c'est évident puis on a une confirmation, mais des fois, ça ouvre la porte à des questions additionnelles. Et de ne pas hésiter à dire dans ce sens-là, je ne comprends pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explorer des questions parfois qui peuvent être simples, mais qui peuvent faire beaucoup de chemin dans l'amélioration de la compréhension mutuelle de ce qui est affirmé ou ce qui est échangé comme propos. Oui. Rephraser, tu disais rephraser. Moi, j'ai dit paraphraser. Hein. C'est un des trucs en négociation, hein, justement. Là. Donc, quand on s'entend, on va juste paraphraser pour s'assurer d'avoir une bonne compréhension mutuelle. Je pense que c'est important. La question de la validité des données, les sources, les collectes, l'échantillonnage, la représentativité, je pense que maintenant on commence avec l'importance des données, du data, au sens data numérique du terme, mais on commence à se préoccuper de ces questions de qualité, de faire de l'assurance qualité ou du contrôle qualité des données. Je pense que c'est important. Move off the solution, écoute, c'est
c'est un défaut qu'on a tous. Je ne sais pas pourquoi. Un jour, tiens, je vais essayer de trouver quelqu'un qui va répondre à cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on est toujours sur des solutions? Plutôt que, au contraire, comme tu dis, bien cerner le problème, bien identifier le problème et trouver une forme de consensus autour de l'importance de ce problème-là parmi la panoplie des problèmes que nous avons. Et puis après ça, il n'y a pas de questions stupides. Donc, soyez childlike. Et non pas childish, hein? Childlike. Donc, on comprend pas tout. Et c'est justement, je pense, c'est poser les bonnes questions. J'en profite pour dire, quand tu as ressorti ton process design thinking, ceux qui trouvent que ça ressemble à Plan, Do, Check, Act, mon Dieu, c'est drôle, hein? Je laisse ça, je dis, fais juste dire ça, c'est encore du Deming, ça? On reviendra sur parce que Plan, Do, Check, Act, ça a évolué, ça aussi, ça vient de Shewhart. Enfin, c'est très vieux. C'est très, très vieux. Mais je pense que ta checklist là, de conseils pour poser des meilleures questions est excellente et est assez complète. La dernière chose sur laquelle moi je veux parler, c'est cette question de billets. Alors, on a tous des billets et le problème avec l'ensemble de ces billets-là, c'est qu'on n'est pas conscient de tous ceux qu'on a. Donc, en réalité, vous avez des billets dont vous êtes conscient et vous avez des billets dont vous n'êtes pas conscient. Donc, en quelque part, sachez que vous êtes biaisé en partant. Et donc, en partant, quand on est biaisé, peut-être que c'est à 2 ou 3 qu'on va couvrir d'autres aspects qui ne sont, justement, nos blind spots viennent souvent de nos biais. Et puis, j'en découvre encore tous les jours des billets, pas tous les jours, mais régulièrement des billets que j'ai dont je n'étais pas conscient. Donc, en conclusion de cette rencontre, quoi retenir? Première des choses, poser des bonnes questions, ça nous permet d'avoir une meilleure collaboration, d'avoir une compréhension commune et surtout faciliter l'engagement par rapport à la résolution des enjeux ou de la problématique qui serait énoncée. Donc, bien avant de chercher la meilleure réponse ou la meilleure solution, cherchez d'abord à mieux comprendre. Poser de meilleures questions permet cette compréhension et non seulement pour vous, mais aussi pour l'autre partie. Ça permet ultimement une meilleure collaboration et éventuellement de meilleures solutions. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez consulter les notes au www.intelliaconsulting.com/épisode 189 et les notes détaillées et les références complémentaires sont offertes sur la communauté Innovation, Agilité et Excellence Pro. Un espace unique où se retrouvent experts, praticiens et passionnés des différents sujets du podcast afin d'apprendre, échanger et collaborer pour mieux développer leur capacité d'action stratégique. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine. Bonne semaine, Jean-François. À bientôt. Allez, au revoir à tous.